OK, allons-y. Bah, écoutez, bonjour à tous. Alexandre Menincacci, senior consultant, et responsable de l'offre data, chez Almonde. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de, data stratégie et data ops, en compagnie donc de Benoît Franck, architecte solution au sein de Sagi. Sagi qui est un pure player du domaine et qui propose d'ailleurs une plateforme dédiée, au déploiement de vos projets data. Alors il n'est pas 11 heures, il est plutôt 11h07. On est ensemble pour un peu plus d'une heure, pendant laquelle on va s'employer avec Benoît, à démystifier et concrétiser, ces notions de stratégie et de data ops, notamment, en s'appuyant sur quelques retours d'expérience assez, concrets. Hem Pour ce faire, on va s'appuyer donc, notamment sur un ordre du jour. Cet ordre du jour, sera, ambitieux, pour changer et organisé en 2 temps. Le premier qui sera donc axé sur la nécessité impérieuse de se doter donc d'une stratégie data. On verra un petit peu ce que ça veut dire plus tard. Et puis le second axe sera plutôt sur le cœur du réacteur en lui-même, c'est-à-dire la partie data ops. Comment est-ce qu'on peut mettre en place cette démarche? Et c'est Benoît notamment qui nous parlera, de ces sujets. Alors avec, Benoît et donc Sagi, nous avons souhaité, vous proposer un webinaire le plus interactif, possible. Hem Notamment, on vous sollicitera à travers un certain nombre de questions ou, de sondages qui seront, savamment positionnés comme vous le verrez, et nous accorderons un temps important, si tout va bien, à, un temps de questions-réponses pour répondre donc à vos différentes questions et commentaires. Alors pour votre information, ce webinaire est enregistré et un replay sera accessible dans les prochains jours. Le temps de gommer les petites imperfections, du direct, il y en aura certainement. Hem, Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose donc de régler quelques, questions pratiques. Nous allons utiliser donc aujourd'hui et tout au long de cette session 2 environnements. Le premier donc c'est Teams, nous y sommes tous, c'est notre salle de réunion virtuelle. Ça va nous permettre de garder le contact donc, audio, mais aussi visuel. Vous aurez toujours cette projection comme vous l'avez là à l'écran de ce qui se passe, sur le deuxième environnement. Deuxième environnement qui est donc Klaxoon, qui va nous permettre justement, de réaliser ces sondages et d'avoir une certaine interactivité avec vous. C'est également sur cet environnement que vous pourrez poser votre question. Donc ce que je vous propose, tout de suite, c'est, de me rejoindre sur cet environnement. Vous avez 2 options pour le faire. La première, c'est donc de hop, flashouiller ce QR code qui est ici avec votre smartphone, et la deuxième, c'est plutôt de me rejoindre en cliquant sur le lien que je suis en train de pousser sur la conversation, Teams. Hop, il y a un petit peu de latence. Voilà, et donc il vous suffit de cliquer sur ce petit lien et vous devriez me rejoindre assez, rapidement. Donc je vous laisse encore quelques secondes ce petit QR code et puis je vais voir, les uns et les autres se connecter, normalement. Voilà, donc je vois un certain nombre de participants qui commencent effectivement à se connecter. Pendant que certains continuent à se connecter, je vais également vous proposer tout au long du webinaire de poser vos questions. Ces questions, vous pourrez les poser en utilisant directement, le petite messagerie Klaxoon. Voilà, je vois que certains l'ont déjà fait. Pour poser votre question, il vous suffit d'appuyer sur cette petite croix-là, appuyer sur la partie message, vous posez votre question particulièrement, pertinente comme ceci, et vous verrez que tout au long du webinaire, vous pourrez aussi, la liker. Donc là, c'est ma question, donc je ne peux pas le faire directement. Hem, Cela dit, vous pouvez liker les questions qui vous semblent les plus intéressantes et pour lesquelles vous attendez particulièrement des réponses. Hop, vous voyez? Bonjour Bertrand, je like votre commentaire et vous voyez, ça nous permettra de faire le tri tout à l'heure sur la session questions-réponses. Voilà, donc je vois qu'on est déjà un certain nombre de connectés, donc je vous propose, de tout de suite commencer par, hem, vérifier si tout est bien, clair et net pour vous. Donc vous voyez sur cette partie-là, vous aurez toujours un écran divisé en 2, sauf si vous souhaitez effectivement cliquer, ici pour avoir une vision plus grande. Là, ce que je vous propose, c'est de répondre tout de suite à une première question. Et donc à vous donner tout de suite la parole, en vous demandant de répondre à cette question simple qui est
de savoir quelles sont vos attentes sur ce séminaire. Ça va nous permettre un petit peu de prendre en main, l'outil, de vérifier que tout est en ligne pour la suite, et aussi d'adapter notre discours en fonction de vos attentes. Donc là, je lance cette activité, je vous invite donc à cliquer sur «Participer» et donc à répondre à cette question-là. Voilà, donc je vous laisse prendre quelques temps pour savoir effectivement quelles sont, vos attentes particulières, comme je le fais ici devant vos yeux, pour répondre à cette question. Vous voyez que le temps, heu, on vous propose de patienter le temps d'avoir les réponses des différentes personnes qui est en train donc, ce qui est en train d'arriver. Donc je vous laisse quelques secondes pour le faire et on commentera très rapidement vos réponses pour adapter notre discours par la suite. On va prendre encore quelques instants. Très bien, je vous propose de passer, de vérifier donc effectivement quelles réponses vous avez pu apporter, à cette question assez simple. Donc vous voyez ici donc le résultat du sondage. Vous pouvez cliquer sur ce résultat-là. Ce qu'on voit, c'est que, vous voulez tous majoritairement en savoir plus sur la démarche DataOps, et l'outillage associé. Donc jusque-là, tout va bien, vous êtes au bon endroit. Vous cherchez pour 50 d'entre nous à évaluer l'intérêt donc d'une démarche DataOps. Donc on espère qu'on va pouvoir vous convaincre, avec Benoît sur le sujet et vous voulez mieux connaître Sagi et sa plateforme. Ça tombe bien, c'est aussi l'objet de notre, webinaire du jour. Donc je vous propose donc de continuer. Pour ça, on va revenir donc sur cette, présentation. On va revenir sur le fil de la présentation. Je vais quitter donc cette première petite, question, et vous allez revenir directement sur, la présentation en elle-même. Donc qu'est-ce qui a réuni Almonde et Sagi autour de cette notion de DataOps et de data stratégie? Alors tout d'abord, notre passion commune pour la donnée, évidemment et les technologies associées, mais surtout, parce que nous intervenons de manière complémentaire donc sur ces problématiques. Chez Sagi, ce sont des solutions qui vous sont proposées, et Benoît reviendra plus en détail donc, sur leur cœur, de métier. Et chez Almonde, ce sont des prestations de conseil autour de la data que nous délivrons. Nous accompagnons, nos clients sur la définition de leur stratégie, IT, en les aidant donc à prendre du recul, à identifier leurs chantiers prioritaires, et également à maîtriser les risques qui y sont, associés. Donc pour ce faire, on s'appuie sur 3 grands axes ou piliers, donc qui sont plutôt à voir comme des domaines d'expertise. Le premier qui va couvrir l'ensemble des sujets, relatifs à la transformation, digitale. Le second qui va couvrir plutôt les sujets et les problématiques liées à la sécurité et à la sécurisation de l'information. Et le troisième, qui va plutôt, couvrir les 2 premiers finalement en proposant des certifications, des sensibilisations, des accompagnements, sur les 2 premiers pôles, blocs d'expertise. Donc en résumé, Almonde, c'est, plus de 160, collaborateurs, répartis donc sur 4 sites dont un, récemment ouvert à l'international, un cinquième qui devrait arriver du côté de Lyon, durant, l'année. C'est 230 clients, et qui génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions donc générés et provenant de structures, à 50 en tout cas, de structures du, CAC 40. Si l'on parle maintenant d'un focus sur la partie, data, nous sommes convaincus donc que l'adoption d'une approche 360, c'est ce que vous voyez sur le haut de cette slide-là, couvrant donc à la fois les aspects organisationnels, les aspects technologiques et aussi les aspects métiers, sont, est un prérequis en fait pour transformer le potentiel qui est renfermé dans vos données en véritable valeur, et par conséquent qui vous permettra de répondre à vos enjeux en développant et en démultipliant les usages qui seront adaptés. Alors j'ai bien conscience que, ce concept-là, hem, semble, d'abord c'est une phrase un petit peu longue, mais semble aussi un petit peu, mystérieux, mais on va très largement, détailler, ce point-là par la suite du, webinaire. Benoît, avec si tu le veux bien, je te
propose de compléter, alors d'abord de te présenter, prendre ce petit temps de présentation aussi, mais également de présenter donc cette complémentarité en, nous parlant un peu de Sagi et donc du cœur de métier de votre activité. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux de co-animer avec Alexandre ce séminaire, ce webinaire sur le DataOps et la manière dont Allemande et SAGI peuvent animer cette complémentarité que nous avons entre nos deux structures. La société SAGI a été fondée en 2013 et en 2016, nous avons lancé pour la première fois notre plateforme de DataOps. On reviendra dans le détail par la suite sur ce que suppose une plateforme de DataOps. On est environ un petit peu moins d'une centaine, mais quasiment même presque une centaine à l'heure actuelle chez SAGI. Nous avons une trentaine de clients et de très très grands comptes nous font confiance, notamment au sein de la structure d'État française, donc que ce soit le ministère des Armées, que ce soit le ministère des Finances, mais aussi d'autres structures telles que Bouygues DTP, la RATP, EDF, etc. C'est pour nous très important d'avoir ces grands comptes parce qu'ils nous font confiance pour développer cette solution DataOps. Simplement parce que ce n'est pas juste de la philosophie, c'est aussi une pratique en termes de projet sur les datas. Et on vous montrera avec Alexandre tout à l'heure comment on peut s'y prendre et comment on peut déployer ça assez facilement dans les organisations qui sont les vôtres. Et aujourd'hui, on a plus de 200 cas d'usage qui sont déployés chez nos clients sur différentes installations de SAGI. On pourra en reparler si vous le souhaitez après. Voilà pour moi. Merci Benoît. Écoutez, je vous propose donc du coup de rentrer sur notre premier axe, donc la stratégie data. On va essayer effectivement de vous donner un petit peu, notre vision sur cette notion de stratégie data. Qu'est-ce qu'on entend par cette stratégie? Et surtout, pourquoi il nous semble fondamental, d'approcher l'ensemble de la gestion de la donnée de manière transverse, hem et de pouvoir effectivement, se projeter et d'avoir une vision assez claire des différents sujets qui sont à traiter sur ces domaines-là. Pour commencer, je vous propose donc de revenir encore une fois sur Klaxoon et de répondre à cette première question. Donc, quels sont vos principaux enjeux? Je recommence. Quels sont vos principaux enjeux autour de la data? Donc, je vous lance à nouveau cette petite question. Je vous invite à cliquer sur le bouton participer. Là, ce que je vous propose, c'est de classer, en gros, les enjeux les plus prioritaires, de les positionner sur le haut de cette petite brique. Et ensuite, voilà, de classer vraiment en ordre, décroissant d'importance les différents enjeux qui sont les vôtres. Hop, donc je vais me prêter exactement à l'exercice. Je vous laisse le faire de votre côté, et ensuite valider votre séquence et en tout cas l'ordre qui vous semble le plus pertinent. Voilà, pour moi, vous cliquez sur valider et vous verrez donc les réponses des uns et des autres, qui, vont commencer heu à arriver. Donc effectivement, je vois qu'il reste encore une dizaine de personnes pour répondre à ces questions-là. Je laisse encore quelques instants pour que les réponses arrivent et on passera à l'évaluation juste derrière. OK, je vous propose de plus attendre davantage. Passons directement donc à l'évaluation. Alors, ce que vous voyez donc ici, c'est que majoritairement donc, c'est la qualité de la donnée donc qui est un des enjeux, prioritaires pour vous, bien que garantir l'orientation et la pertinence métier des solutions déployées soit également un souci. Effectivement, sans qualité, on aura d'autant plus de mal à aller chercher cette pertinence et ensuite la traçabilité, la conformité, la sécurité des données est également un sujet qui vous intéresse très particulièrement. Alors, on verra que ce sont des sujets qui sont, fondamentaux aussi sur la partie stratégie, data, qu'il faut les adresser donc, de différentes manières et que le DataOps d'une manière, générale, à la fois les outils et la démarche associée, nous permettra donc, notamment de prendre particulièrement soin de ces différents sujets.
C'est Donc pour ça merci qu'on pour parlera c'est pardon, pour je ça t'en qu'on prie. parlera, c'est pour ça qu'on parlera de gouvernance, des données au sens large, ce qui nous permettra avec Alexandre de pouvoir, positionner à la fois, Allemande et à la fois Sagi comme, vos garants finalement en termes de data governance pour que vous puissiez, adresser tous les points que vous avez, remontés lors de cette question. Exactement, merci Benoît pour cette précision. Donc justement, la stratégie data, donc pourquoi, se doter d'une stratégie data autour de la gestion de la donnée? Eh bien parce que la base, c'est un constat, qui est très largement, partagé depuis un petit moment maintenant, c'est que la donnée effectivement est un actif à part entière, au sein de l'entreprise, puisque à la fois les business models, mais aussi à minima le la croissance durable et rentable repose sur la donnée, sur sa valorisation, pour bon nombre d'entre elles et que donc tout ce qui est accessibilité, disponibilité, qualité dont on vient de parler, mais aussi pertinence et sécurité de l'information, sont des sujets qui vont devenir, particulièrement importants, notamment pour garantir, tout ce qui est performance de l'entreprise, mais aussi, capacité à innover. Alors pour autant, et c'est ce que vous voyez sur cette slide-là, il y a un décalage entre la promesse, hein, associée à la donnée, donc c'est plutôt la partie bleue que vous avez sur la gauche de cette slide-là, qui montre donc des marchés technologiques avec des croissances annuelles donc à 2 chiffres. Décalage entre cette promesse et la capacité des entreprises à transformer ce potentiel en valeur, comme le reflète notamment donc le taux d'exploitation pardon des données, qui est de moins de 25 dans les entreprises, ou encore la part d'initiatives data science avec qui ne trouve, un ROI que dans, moins de 20 des cas. Donc il y a effectivement un décalage qui est notamment lié à cette problématique de gouvernance donc que vient de souligner, Benoît. Si on se projette maintenant et comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart-là? Eh bien avant tout par un phénomène de maturité, hein. En considérant l'entreprise un peu comme une entité vivante, on peut se poser le problème de la façon suivante. Toute entreprise va chercher à renforcer cette notion d'inférence, c'est-à-dire sa capacité à capter donc les informations et à observer son écosystème avec précision et à transformer, ces observations, et bien en croyances pour bâtir donc le processus décisionnel le plus fluide et efficace possible. Donc in fine, décrire, comprendre, prédire et prescrire, et au final être capable de décider et d'agir le mieux possible. Donc, les problématiques sont là, hein. Comment se munir de cette, matière première? Comment la transformer en valeur? Donc concrètement, comment capter et capturer l'information? Comment la stocker, la traiter? Comment l'interpréter? Pour ensuite savoir aussi quels sont les besoins en termes de consommation. Est-ce qu'on va être plutôt sur des approches qui seront standardisées? Est-ce qu'on va laisser une certaine autonomie aux utilisateurs? En tout cas, leur permettre d'avoir cette autonomie-là? Est-ce qu'on sera sur des usages plutôt pilotage opérationnel, donc à regarder un petit peu ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'on va aller plutôt vers de l'exploratoire, du prédictif et du prescriptif? Avons-nous un besoin de temps réel? Est-ce qu'on a une périodicité de demander? Bref, tous ces sujets-là seront également aussi à mettre hem, sur le tapis et notamment le but in fine, c'est d'aller vers ce Graal qui est donc l'entreprise pilotée par la donnée, de manière à tirer un maximum de valeur de votre patrimoine informationnel. Donc voilà un peu les 2 grosses, on va dire les 2 grosses raisons, qui nous poussent aujourd'hui à dire: il faut absolument se doter d'une stratégie de données». Donc comme on disait, comment maintenant répondre à cette problématique? Comment est-ce qu'on peut se doter d'une stratégie? Alors selon nous, il y a effectivement 2 gros piliers, il y en a d'autres évidemment, mais 2 gros piliers sur la mise en œuvre d'une stratégie data qui est donc d'abord, hem, la gouvernance de données. Alors on pense trop souvent qu'une organisation, en tout cas qu'organisation, veut dire qualité, que qualité, ou en tout cas processus trop dur, veut dire perte d'agilité. Alors c'est pourtant précisément le contraire, hein. C'est en prenant un petit peu ce temps d'introspection qu'on pourra définir à la fois des politiques, des rôles, des responsabilités associées à ces rôles, et des processus qui vont permettre d'accélérer donc tout le déploiement de votre stratégie et donc concrètement, la gestion, la bonne gestion de l'ensemble du cycle de vie, de la donnée depuis sa capture jusqu'à sa consommation, voire sa destruction.
L'objectif, c'est de supprimer les goulets d'étranglement et évidemment de raccourcir les temps de cycle projet et donc le temps de cycle décisionnel. Donc par exemple, c'est en déployant donc on va dire les principes du DataOps qui vont rapprocher par les équipes qui vont plutôt s'attacher au build, des équipes qui vont plutôt s'attacher au run, qu'on va faciliter la gestion des transitions, notamment et en inscrivant toutes les parties dans, une démarche d'intégration et de déploiement continu, et qui va fluidifier l'ensemble des points. Donc la gouvernance des données, elle va couvrir ces différents sujets-là. Donc en résumé, un objectif, c'est ce toit, hein, de cette maison, donc le pilotage de l'entreprise, par la donnée, des fondations, hein, qui sont vraiment les individus, les processus et la technologie. Négliger l'un de ces aspects et votre programme, tombera, hein. C'est une manière comme une autre de se rapprocher du toit, mais qu'on vous déconseille évidemment. Ensuite, c'est se positionner dans une approche d'amélioration, continue. Le but, c'est vraiment d'y aller petit pas après petit pas, de manière itérative et d'avoir cette logique un peu incrémentale qui est donc propre aux démarches, d'agilité. Et enfin, la nécessité, c'est, cette conduite du changement. Ces problématiques sont transverses, comme on l'a vu, la donnée va toucher, les différents pans de votre entreprise. Ça va souvent faire le trait d'union entre la partie purement informatique, la stratégie IT et la stratégie, métier. Il est donc indispensable de mobiliser, d'accompagner, les différentes parties prenantes, au sein de votre entreprise et de communiquer continuellement sur ces sujets. Donc voilà pour le premier point et donc premier levier de stratégie qui est donc mettre en place une gouvernance qui soit appropriée, qui soit spécifique à la donnée, et surtout transverse. Le deuxième sujet, lui, sera plutôt sur la partie architecture. Effectivement, elle viendra soutenir l'agilité organisationnelle que vous aurez mis en place, notamment grâce à cette notion de gouvernance, hein. C'est en déployant un socle technologique qui soit à la fois performant, scalable et flexible, qui saura s'adapter aux différents usages, de la donnée que vous souhaiterez, mettre en place, que vous allez garantir la maîtrise, la fiabilité, le partage du patrimoine, informationnel et ce qui renvoie aux enjeux que vous avez pu souligner donc, en tout début de session. Donc effectivement, on va chercher à abolir donc les silos, technologiques, hein, en bâtissant plutôt une seule et unique source, de vérité, à déployer donc les technologies adaptées à vos usages et à urbaniser l'ensemble du système, d'information, décisionnelle en conséquence. Ce sera les principaux challenges pardon, et leviers qui vous permettront donc de fiabiliser, d'accélérer, vos processus analytiques et transactionnels. C'est exactement ce qui est d'ailleurs, présenté sur ce schéma-là, hein. Vous voyez bien au centre donc, toute la partie gouvernance, des données et centralisation, de l'information. De part et d'autre, vous avez une déclinaison de cette architecture en fonction des usages. Donc en haut, plutôt une orientation de data warehouse, pour couvrir les usages de type, business intelligence au sens, large du terme. En bas, vous avez plutôt une approche de type, data lake pour couvrir des usages, d'analytique avancée et sur la droite, vous voyez toute l'interaction que pourront avoir, des, applications tiers qui viendront consommer cette donnée. Mais d'ailleurs la flèche pourrait être allée dans les 2 sens puisqu'elle va également alimenter cette source unique, de données. Donc voilà pour répondre à ces gros enjeux sur la partie stratégie de données. Donc on est convaincu qu'il faut se poser ces questions très en amont, définir une feuille de route et à minima toucher ces points de gouvernance et d'architecture associés, l'un n'allant pas sans l'autre. Bon voilà pour la partie un peu, théorique. Maintenant ce que je vous propose, c'est de décrire maintenant un cas concret, et qui, je l'espère, est particulièrement, représentatif. Donc là, on se positionne en 2019 chez un acteur, français du CAC 40 que nous avons accompagné, qui a une empreinte mondiale. Heu, Différents types de métiers, hein, qui vont du retail jusqu'à la production en passant par la supply. Un dimensionnement donc assez important, hein, sur une équipe de BI qui compte, en tout cas qui a une capacité de production annuelle d'environ 50 ETP avec un ratio interne-externe de 1 pour 5. Et puis bien sûr un passif, c'est-à-dire, des problématiques d'obsolescence, d'hétérogénéité du système d'information, des problématiques de performance, de temps de réaction qui viennent alimenter, une tendance au shadow IT. Bref, des choses assez, finalement, classiques et communes, à beaucoup d'organisations.
Donc en 2019, ce qui est choisi, c'est effectivement de lancer un vaste programme de refonte, du socle technologique, de Business Intelligence, visant à moderniser les solutions d'intégration, de stockage, de préparation et de consommation de la donnée, que ce soit pour tous les métiers, donc on vient de le voir, toutes les géographies et sur toute la chaîne de valeur. Donc l'objectif, c'est d'accompagner l'entreprise dans sa volonté de répondre aux enjeux de proximité client, d'agilité et de performance qui sont exigés donc par le développement de ces lignes métiers. Puisque comme vous le voyez, des prédictions d'une volumétrie croissante de 30 annuellement et de croissance du nombre d'utilisateurs de 15 étaient effectivement attendues. Évidemment, ces enjeux se déclinent en problématiques associées au coût, à la performance de l'ensemble, du socle technologique, mais aussi de la manière de l'utiliser, à se mettre, à poser les bases et les fondations de l'innovation et surtout à maîtriser et maintenir une certaine conformité, du système d'information et également sa sécurité. Concrètement, alors il y a un petit problème sur voilà. Excusez-moi, je vais revenir ensuite en arrière. Donc concrètement, ce programme, était, hem, était déroulé sur 2 streams. Donc c'est un programme qui est évidemment stratégique pour l'entreprise, on le rappellera un petit peu plus tard et donc on a 2 streams. Le premier c'est un axe organisationnel, donc que vous voyez en rouge. Le second, c'est un axe technologique que vous voyez plutôt en bleu sur le bas de cette planche et 2 échelles de temps différentes. On a aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire l'agilité organisationnelle et la proximité client, donc adressée par le premier, et la data as a service, donc le fait de penser dans cette logique d'orientation client et donc de mise à disposition de l'information, et le passage au cloud de l'autre, donc pour le stream technologique. Et en vert, vous voyez en pointillé donc l'accompagnement donc d'Almonde sur ces différents sujets, donc à la fois sur la brique transformation organisationnelle, mais aussi sur la partie RFI, RFP, donc pour choisir un intégrateur qui permettrait de passer vers cette architecture cloud ciblée. Et enfin, dans l'accompagnement plutôt sur la gestion du programme avec cette notion de dossier d'investissement sur laquelle nous reviendrons plus tard. Alors vous noterez que j'ai habilement replacé les grandes phases de définition et de déploiement d'une stratégie data en noir que je vous ai présenté un petit peu plus haut. C'est-à-dire les 3 temps qui sont évaluer la maturité, projeter la vision et ensuite déployer et améliorer dans une logique d'amélioration continue. Si on regarde maintenant la partie, de la réponse organisationnelle, donc le stream rouge que vous avez vu juste, avant. Hem Pour répondre aux enjeux qui ont été présentés plus haut, on a, 2 sujets. Donc la première, c'est de se dire avant, on avait une organisation donc en silo fonctionnel, avec une expertise cloisonnée, donc la BI d'un côté, les flux de l'autre, et finalement très peu communicante. Donc, les symptômes, c'est la culture du héros, les goulets d'étranglement, qui allongent les temps de cycle, l'absence de communication donc, des cohérences dans l'offre de services. Donc on va avoir des solutions qui seront redondantes ou très approchantes, fonction qu'elle s'adresse plutôt au domaine du retail, au domaine de la supply, comme on l'a pu le voir, plus haut, et des problématiques aussi de priorisation et de gestion de la capacité. Donc tout ça vient effectivement scléroser, l'organisation et ralentir ces fameux temps de cycle projet, ce qui est donc totalement en contradiction avec la volonté de développement des lignes métiers dont on a pu parler plus haut. La proposition est donc après, suite à la proposition donc de ce plan de transformation et de l'accompagnement, sur lesquels, nous sommes intervenus, c'est de proposer la création d'un pôle data, qui va notamment, séparer les activités, Think, Build et Run, tout en reproduisant, on va dire, une fluidité entre ces différentes activités. Donc le but, c'était d'intégrer l'ensemble des compétences data, au sein d'une data factory, de rétablir le partage des responsabilités aussi tout au long de la chaîne de valeur, hein, ne plus s'appuyer sur ces héros ultra compétents, ultra sachants, mais ultra débordés, qui deviennent donc des goulots, d'étranglement. Et aussi forcer le dialogue entre les différentes parties prenantes, en développant donc une véritable culture data et en bâtissant une relation partenariale avec les métiers et les opérationnels. Donc c'est paradoxalement en utilisant donc ce chapelet
de compétences, et en rapprochant ces différentes, populations, on va dire, de collaborateurs, ceux qui sont plutôt orientés métiers, ceux qui vont être plutôt, orientés sur la partie build et ceux qui vont être plutôt orientés sur la partie déploiement et exploitation des solutions proposées. C'est en les rapprochant, en les forçant à communiquer, qu'on va rentrer, dans une logique de fluidité et de fluidification du processus, qui va permettre de rajouter, cette agilité qui était recherchée. Donc quelques indicateurs, hein, ce plan de transformation, donc il était basé sur 4 axes, différents, RH notamment, processus, formation et cetera. Sur plus de 24 mois, avec une charge équivalente d'environ 5 ETP sur ces plus de 2 ans. Le fait de rapprocher 2 entités, concrètement, donc une équipe plutôt BI avec une équipe plutôt sur tout ce qui était flux et et transport de la donnée d'une manière générale. Et puis la création, transformation de postes, hein, donc pour, rentrer dans cette nouvelle organisation avec des plans de recrutement et de formation associés et en ligne de mire, donc un partenariat technique, hein, pour vraiment, on va dire donner du corps à cette data factory, donc la partie bleue que vous voyez, au milieu. Donc si je résume un petit peu sur les grands enjeux, donc qu'on a pu voir, et on voit donc qu'on pose les bases, que cette organisation pose les bases vraiment du DataOps, qui va répondre donc aux différents enjeux formulés plus haut, hein. La proximité, l'orientation client, elle va être assurée par la couche de BRM, donc Business Relationship Management, qui va se rapprocher très fortement des problématiques, du métier pour mieux les comprendre, mieux les cerner et même passer dans une logique plutôt d'anticipation et de proposition plutôt que de prise de demande. Le deuxième bloc, c'est l'agilité du delivery, de la production qui va être, elle, comme je venais de vous le souligner, donc plutôt, orientée sur le partage, et s'appuyer sur le partage des responsabilités et la collaboration des différentes parties prenantes. Donc on revoit un petit peu cette notion d'agilité, enfin des méthodes agiles qui sont associées et enfin une capacité de scalabilité, qui va, elle, reposer sur la création de cette entité, la data factory, dont la transversalité, pardon, des couches projet et architecture, va assurer donc l'adéquation, l'harmonisation et la réutilisabilité des solutions proposées et maintenues. Donc voilà pour cette réponse organisationnelle. Si on regarde maintenant la réponse technologique aux enjeux et donc, au programme, aux objectifs du programme, hem alors qu'en est-il? Donc avant, là encore une fois, toutes les problématiques liées au fameux plat de spaghetti interne, donc des problématiques d'obsolescence, la performance, le coût croissant d'exploitation et de la maintenance du système d'information décisionnelle, les problématiques de conformité, et de sécurité du SI, et puis donc la gestion de la dette technique comme on vient de le voir. Donc, au final, plus de 400 bases de données, donc beaucoup d'intermédiaires et de redondances, plus de 1000 batchs quotidiens qui tournent, des technologies telles que Hadoop, AS400, donc soit compliquées à maintenir, soit en interne, soit compliquées à maintenir, soit effectivement, obsolescentes. Plus de 15 000 rapports, donc 80 opérationnels, c'est-à-dire que tous les autres usages sont plutôt délaissés, hein, que ce soit le prédictif, ou le prescriptif et encore des usages de type, plutôt orientés data science. Suite, donc au développement, donc la situation après, donc c'est plutôt la transition vers une architecture cloud et donc le modèle aussi, financier associé, avec l'accès, au temps réel via l'implémentation donc, du, Change Data Capture. Donc vous voyez ici donc la technologie utilisée, c'est plutôt Gamalsoft pour ceux qui connaissent. Le fait aussi de s'appuyer sur la performance d'une approche ELT et non plus ETL, donc pour, extraction, chargement et ensuite transformation. C'est-à-dire que toute la puissance de calcul du cloud sera utilisée pour pouvoir faire des transformations a posteriori, ce qui va permettre de fluidifier et de gagner en performance de manière assez importante. Et donc d'ailleurs d'assurer les promesses du cloud et ensuite la potentialisation des différents usages, de la data qui étaient non couverts jusque-là. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite de ce schéma-là, avec à la fois des reporting standards, mais aussi donc la mise en place, de cubes et d'exposition de données qui vont permettre de rentrer dans cette notion d'autonomisation des utilisateurs, autour des indicateurs et des rapports qu'ils voudront, produire, des envois plus classiques en masse et donc là, le fait de permettre des usages orientés, data science, ici en l'occurrence en utilisant, Amazon SageMaker.
Donc voilà pour cette partie, cette réponse technologique. À la confluence des 2, on va revenir un petit peu sur ce concept de data factory, parce que c'est en son sein, donc c'est une structure au sein de laquelle, les réponses technologiques et organisationnelles vont se rejoindre, hein. Ils sont, implémenter les processus donc, et outils nécessaires à l'intégration et au déploiement donc, continu des solutions. Data et Analytics, et c'est en ce sens qu'elle va matérialiser donc la démarche, DataOps initiée. Donc on va standardiser les outils, et les pratiques. On va effectivement déployer une organisation, souple et efficiente, donc notamment en intégrant les compétences expertise clés comme je le précisais tout à l'heure, et en garantissant cette capacité de production, mais aussi la scalabilité de cette capacité de production. Ensuite, on va mettre effectivement en œuvre, c'est le lieu où on va mettre en œuvre cette agilité en rapprochant donc les différentes équipes métiers, IT comme je le soulignais tout à l'heure, ce qui va permettre d'accélérer les temps de cycle projet, et donc de rapprocher donc ces activités qu'on a ici, heu, étiquetées de, think, build et run pour en faire une distinction. Et enfin, ça sera aussi le lieu d'une gestion centralisée, de, la donnée, de manière à pouvoir la protéger, à garantir sa conformité, RGPD. Donc la data factory, c'est véritablement l'endroit, le lieu, ici chez ce client en tout cas, qui va permettre de répondre à la fois organisationnellement et technologiquement, aux enjeux, du projet. Ce que l'on regarde d'un point de vue, si on s'attelle maintenant un petit peu plus et qu'on détaille, l'outillage associé, on va se rendre compte que chez ce client, donc on va avoir l'ensemble des outils qui vont permettre l'automatisation, donc à la fois des développements, à la fois des tests, et à la fois du déploiement. Donc la logique vraiment, hem, d'orchestration que Benoît va pouvoir détailler par la suite, et notamment en s'appuyant sur des solutions, open source. Donc là, vous voyez, vous avez SonarCube, pour automatiser donc les tests, du code. On va avoir, GitLab, on va avoir JMeter aussi pour automatiser les tests de performance, hem et cetera. Donc voilà pour ce qui est donc de la réponse technologique et un petit focus sur les outils qui ont été mis en place chez ce client, notamment au sein de cette data factory. Pour terminer donc ce retour d'expérience et compléter un peu cette vision, finalement assez large, et notamment l'accompagnement qu'on a pu aussi, apporter donc, à ces clients sur l'ensemble de ce programme donc stratégique. Hem, on va se regarder justement cette partie gestion de programme, en insistant sur la plus-value de l'approche, alors héroïste, j'aime pas trop le terme, mais il dit bien ce qu'il veut dire, l'approche héroïste qui a été déployée. Donc eu égard des enjeux qui ont été associés, à ce projet, à ce programme plutôt, et à l'ampleur du sujet, il est évidemment indispensable de disposer d'une vision calendaire des coûts, mais aussi des bénéfices qui sont attendus donc sur, une projection de 5 à 6 ans en l'occurrence. L'objectif, ça va être à la fois d'évaluer, de maîtriser, de convaincre et surtout d'engager les différentes parties prenantes. Parce qu'effectivement, en sollicitant donc les différentes, parties prenantes, on va, et en les invitant à identifier donc les investissements qu'ils auront chacun à réaliser, sur la période donnée, mais aussi à valoriser les gains attendus, ce qui est souvent plus compliqué. Donc par exemple, le non renouvellement des infrastructures, la diminution du parc de licences, donc ces économies concrètes, alors directes ou indirectes qui seront réalisées. Bah, cette démarche, elle va permettre, de mettre en lumière le programme en interne, d'en faciliter l'appropriation aussi par les différents acteurs et d'embarquer l'ensemble du management sur le programme, qui sera alors d'ailleurs, suivi par le COMEX, hein, en l'occurrence, comme l'un des 10 sujets stratégiques de l'entreprise sur les années à venir. Donc là, ce que vous voyez effectivement, c'est donc cet exercice d'évaluation des coûts sur 5 ans, contrebalancé par une valorisation des économies qui seront également, réalisées. Alors sur 5 ans, mais et plus, hein, puisque c'est l'avantage des économies, c'est qu'elles vont, s'installer dans le temps, là où l'investissement va s'éteindre au bout de, vous voyez, il y a une petite bascule à partir de 2023, et ensuite d'aller chercher donc ce, retour d'investissement dès la 6e année. Alors les chiffres ont été un petit peu maquillés et cetera, mais la logique, et les ordres de grandeur sont toujours là. Donc au-delà de cette répartition donc CAPEX-OPEX, et donc de cette notion de ROI, hein, qui fait opposer les coûts aux économies, il est aussi fondamental de s'appuyer sur,
une démarche qui sera, non plus quantitative, mais qualitative. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir ces 2 visions-là sur des bénéfices attendus. Donc ici, au-delà de ce retour sur investissement positionné en 6 ans, on voit bien que l'implémentation d'un socle technologique qui sera mutualisé, agile et scalable va permettre de systématiser donc comme je vous l'écris, sur cette planche, les bonnes pratiques et de développement et d'exploitation des solutions, data. Mais ça va aussi, permettre de diminuer significativement donc le coût d'exploitation, donc le TCO, et de réduire drastiquement tout ce qui est temps de cycle décisionnel, tout en démultipliant les usages, non couverts jusqu'alors et qui vont contribuer par là donc, à développer une véritable culture data, en interne. Donc voilà pour ce, retour d'expérience et sur l'intérêt de mettre, en place une stratégie data. Donc vous voyez que cette stratégie, elle se sera déclinée sur 2 axes, hein, la partie organisationnelle et la partie technologique, et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais ça, je suis sûr que vous en êtes tous, déjà, fortement convaincus. Ce Ça va nous amener donc, de manière assez subtile, hein, avec un effet d'entonnoir, comme vous avez pu le voir, à nous intéresser plus en avant aux DataOps, dont le terme a été mis en avant, quelques fois déjà dans mon discours. Hem, je vais donc enfin donner la parole à Benoît, mais juste avant ça, je vais vous lancer cette deuxième séquence, donc ce deuxième axe du webinaire, en vous invitant à répondre à la question suivante. Quels sont les principaux freins de vos projets data, ceux que vous expérimentez? Donc je vais lancer effectivement, hop, cette petite séquence. Vous pouvez donc, participer en cliquant sur ce bouton bleu, et je vous laisse alors c'est une question à choix de multiples, je vous laisse quelques instants pour pouvoir, répondre à ces questions, comme je le fais aussi de mon côté. Et puis, ensuite je laisserai donc Benoît certainement, commenter ces différents résultats et embrayer sur vraiment le cœur, du réacteur, donc la partie DataOps. Voilà, donc il reste encore quelques réponses à obtenir. Je vous laisse encore quelques petites secondes. OK, donc allons-y pour l'évaluation. Hop, je vous invite à cliquer aussi sur cette, résultat de sondage. Donc ce que vous voyez, c'est que 100 en tout cas d'entre nous sont absolument convaincus que la communication entre les équipes et les processus ne sont pas toujours adaptés, pour pouvoir être efficaces, dans la gestion des projets data. Donc ça, c'est un point, qui va notamment être souligné par Benoît dans les démarches DataOps, puisqu'on cherche absolument justement à fluidifier cette communication en rapprochant les différentes équipes et Benoît, je te laisse peut-être, commenter aussi un peu plus ce différent point avant de peut-être de se projeter sur la suite du webinaire. Tout à fait. Ben, en fait, oui, c'est un des révélateurs des freins des projets data, qui est la mauvaise communication ou l'absence de communication entre les équipes et des processus inadaptés. On verra comment le DataOps peut contribuer à réduire ce manque de communication, voire même à insuffler un nouveau modèle de communication. Mais par ailleurs, on a deux autres métriques très importantes, c'est le défaut de connaissances et les compétences en data. Oui, parce qu'en fait, travailler sur la data, ça ne s'invente pas et qu'il va falloir en fait soit former en interne les gens, soit recruter des profils qui ont une connaissance data et bien faire la différence, et notamment au sein des RH, par exemple, qu'il y a entre un data engineer, un data scientist, un data architecte, parce que bien, ce sont des métiers particuliers, ce sont des spécificités et des compétences particulières. Il va falloir, en fait, et vous le voyez, bien pouvoir aussi évangéliser en interne sur ces différents métiers. On voit également la valeur business qui est difficile à appréhender. Bah oui, parce que le ROI d'un projet data est très souvent difficile à démontrer. Pourquoi? Parce que eh bien, on ne sait pas fixer les bons caps, les bonnes règles au départ, et notamment les bonnes mesures. C'est pour ça que ce soit dans un POC ou dans un projet data, il est important de d'abord qualifier ce que l'on veut mesurer
et puis de mesurer ces KPI au fur et à mesure du projet. Voilà pour le résultat de ce sondage, et on va pouvoir eh bien embrayer tout de suite sur la partie DataOps si vous le souhaitez. Alors, pour cette partie DataOps, on l'a vu, et on l'a vu au travers de vos réponses, et c'est ce qui notamment a poussé beaucoup et a contribué beaucoup à l'émergence d'une prise de conscience sur le DataOps, c'est de dire que, eh bien, quand on regarde une entreprise, aujourd'hui encore, on s'aperçoit qu'il y a eh bien, une équipe IT qui très souvent englobe elle-même l'équipe data. Et puis, à la périphérie, il y a des équipes business. Or, les équipes business ont compris depuis très longtemps l'intérêt que peuvent avoir les données dans leur stratégie et dans leur tactique pour y arriver. Euh, A contrario, l'IT et la data, très souvent, sont un petit peu en recul. En recul, pourquoi? Parce qu'il y a pour l'IT d'autres problématiques à résoudre que la data. Je parle des infrastructures, je parle du réseau, je parle de la bureautique, qui sont étrangères au domaine de la data. Très souvent, il y a, et comme l'a expliqué Alexandre dans la première partie, l'émergence d'équipes data qui en fait viennent au milieu de cette problématique, sauf que l'IT étant dépouillé entre guillemets de la partie data, va maintenant s'occuper que de la partie infrastructure et sanctuariser. Et on verra l'importance de la sanctuarisation des équipes IT pour éviter les problèmes, les ruptures, les dysfonctionnements techniques. Donc, l'équipe data va se retrouver au milieu et confrontée à une forte opposition de la partie IT qui dit, moi, je veux sanctuariser ma prod et mes infrastructures avec un provisioning sur la partie CPU, sur la partie disque, sur la partie réseau. Donc, je veux vraiment, et les équipes IT s'occupent de sanctuariser cette partie-là. Là où les équipes business mettent une grosse pression sur l'équipe data en disant, ben, moi, j'ai besoin d'atteindre mes objectifs, donc délivrez-moi rapidement les sujets dont je parle, que je vous demande d'achever assez rapidement. Donc on voit que l'équipe data va se trouver entre le marteau et l'enclume, ce qui va être très 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 délicat pour réussir des projets. On va voir comment le DataOps peut aider à ça. Alors, j'espère que vous aimez ce slide parce qu'en fait, ce slide a pour vocation de vous présenter l'intégralité de toutes les technologies data. Non, je plaisante en fait, mais si vous regardez bien, l'écosystème data aujourd'hui est extrêmement foisonnant. On a des centaines, voire des milliers d'acteurs différents, que ce soit des gros éditeurs, que ce soit des sociétés de conseil, que ce soit des projets open source, que ce soit la fondation, pardon, la fondation Apache. On a en fait une multiplicité de plateformes, d'outils, de librairies, et on ne peut pas tout maîtriser. Et ce qui fait grandement peur à nos amis de l'informatique, et notamment donc à nos amis des ops, c'est de dire mais comment je vais pouvoir gérer une telle complexité, un tel foisonnement technique, parce que c'est pas tant le fait de les installer que aussi de les maintenir en conditions opérationnelles qui va être quelque chose d'extrêmement prégnant pour eux en termes de moyens, en termes de ressources. Donc il faut inventer, ou il fallait inventer un moyen de à la fois décharger l'IT de toute cette complexité que vous voyez en termes applicatifs, et de l'autre, pouvoir satisfaire les différentes personnes qui, que ce soit du côté du business ou que ce soit du côté data, veulent embarquer des technologies spécifiques à leurs besoins. Et cette complexité que vous voyez, il faut donc l'adresser des deux côtés. Et encore une fois, vous voyez que l'équipe data va se retrouver confrontée à d'un côté une forte opposition de l'IT et de l'autre une forte demande des gens de business qui déjà, pour certains, s'approprient des plateformes. Et on a vu tout à l'heure dans les slides de Alexandre, par exemple des outils comme Tableau, comme Qlik, on parle d'API, on parle de couplage faible. Ce sont maintenant des vocables qui sont entretenus par les gens du business qui, en fait, se renseignent sur les capacités des systèmes IT à pouvoir répondre à leurs enjeux data. Eh bien, en fait, on va voir que le DataOps va pouvoir décontracter et décompresser un petit peu ces antagonismes dans l'entreprise. Alors, si on regarde un petit peu plus près le déroulement d'un projet data, on s'aperçoit que, en moyenne, un projet data, c'est entre 12 et 18 mois pour s'achever.
Ça, c'est une moyenne, hein, avec des écarts types des fois extrêmement importants parce que la manière dont on va se dérouler un projet data va embarquer beaucoup de gens, notamment de l'IT, notamment des spécialistes de la data, notamment des gens qui sont des spécialistes du métier, donc des business analysts. Et tout ça, eh bien, tous ces gens-là, il va falloir les faire communiquer entre eux. Il va falloir poser des jalons, il va falloir provoquer des réunions, provoquer des jalons de communication, il va falloir partager des plannings, il va falloir partager des ressources. Et en fait, on s'aperçoit qu'un projet data en entreprise, ça devient rapidement, très très rapidement, un vrai cauchemar, parce que, eh bien, on a eu à un moment donné des projets dataware qui étaient drivés presque exclusivement par l'informatique, avec un cahier des charges, avec un cycle en V, avec un modèle a priori qui répondait plus ou moins à tous les besoins. Donc je dirais que ces projets-là étaient au fil de l'eau, traités sans aucun souci, sauf que actuellement, les équipes business ont des besoins en termes d'agilité, ont besoin de répondre à des enjeux business tout de suite avec des déploiements de projets data extrêmement rapides. Or, ni le dataware dans son acceptation d'il y a une vingtaine d'années, ni l'organisation des projets data mis en place sans le DataOps ne répondent à ces enjeux d'agilité. Donc, on va être obligé, dans la notion de DataOps également, de mettre en place de l'agilité côté data. Et ça va être très important. On va le voir et on va voir comment on va pouvoir le mettre en place. Alors, le DataOps, c'est une manière de promouvoir, en tout cas de bâtir des projets data de manière collaborative, en intégrant et en faisant traiter ou en permettant le traitement des flux de données de manière les plus automatique possible, tout en gérant des bases de données d'un côté et des consommateurs de données de l'autre. On aura donc des technologies qui vont être mises à disposition de cette façon de voir les projets DataOps pour automatiser la conception, déploiement et gestion. Donc en fait, on va s'appuyer là très fortement sur le CI/CD pour le faire. Et également, et on n'oubliera pas, on l'a vu à quel point c'était important dans la partie qu'Alexandre nous a présentée tout à l'heure, la gouvernance et notamment l'intégration des métadatas dans les sources de données qui arrivent et qui convergent vers l'entreprise, eh bien, le DataOps est partie intégrante de la manière dont SAGI a été mise en place par ses fondateurs, par ses créateurs, pour répondre aux enjeux du DataOps d'aujourd'hui, et on va voir comment. Alors, un projet data tel qu'il est aujourd'hui drivé, et on en a un petit peu parlé, il est d'abord drivé par les besoins du business. C'est-à-dire que ce sont les équipes métiers qui expriment un besoin. On est loin des modèles où c'est une structure a priori, un modèle de la réalité fait par des informaticiens qui conduisent à un modèle qui répond bon an mal an à ce que veulent les utilisateurs finaux. Maintenant, c'est l'utilisateur final qui demande un usage, et à ce moment-là, il va y avoir en fait des équipes qui vont développer un certain nombre d'aspects dans les projets data demandés par le business pour pouvoir intégrer des données, ensuite pouvoir s'adresser ou s'adosser à une software factory en mettant en place des processus de type CI/CD, mais également en respectant un certain nombre de contraintes relatives, par exemple, au développement, au test, à la pré-prod et à la prod. En fait, on ne va pas échapper à ça, puisqu'en fait, c'est des niveaux de qualification. On en a parlé tout à l'heure un petit peu en termes de confiance et en termes de qualité. Et la confiance et la qualité en termes de données, elles se projettent aussi sur les algorithmes qui vont être mis en place pour traiter ces informations également. Donc, on s'aperçoit qu'il va falloir, traiter les différentes parties d'un projet en respectant les normes de développement qui sont en cours aujourd'hui. Il faut également parler du fait que un projet data, ce n'est pas que de la présentation avec des tableaux de bord, avec du tableau, etc. Et on le verra tout à l'heure également, mais c'est aussi des serveurs d'API qui répondent à des besoins
pour pouvoir servir le maximum les besoins business, parce que c'est eux qui drivent aujourd'hui les projets data en entreprise. Alors, si on regarde la manière dont ça agit, se positionne dans ce process de DataOps, eh bien, on s'aperçoit, c'est un chemin relativement classique, qu'on a toute la partie des data, que ce soit de l'open data, des API, des sources de données internes comme le CRM, les ERP, la finance, etc. On va utiliser des logiciels permettant de pouvoir accéder à ces données, mais surtout d'automatiser la manière dont on va produire les algorithmes, le code, et ça agit au cœur, va être une plateforme qui va nous permettre de pouvoir, de façon totalement agnostique, de réaliser du logiciel sans polluer la production. J'y reviendrai tout à l'heure en termes de sanctuarisation. Pourquoi? Parce que ça agit est bâti au-dessus d'une plateforme Kubernetes, que les gens, les personas qui utilisent la data et qui traitent la data vont pouvoir utiliser les technologies dont elles ont besoin et sur lesquelles elles sont compétentes pour pouvoir traiter les données au mieux. C'est pour ça que j'ai donné, par exemple, bien Python, R, Talend, Spark, mais on peut faire aussi du Java, on peut faire du Scala, on peut faire tout, on peut utiliser tout type de technologies qui sont dockerisables pour les mettre et les intégrer à l'intérieur de Sage. À partir de ça, on va pouvoir, à partir de Sage, à partir des traitements qui sont faits sur les données et à partir des modèles d'exposition produits, faire de l'analytics et donc pouvoir y brancher, je dirais, les logiciels institutionnels que peuvent être Qlik, Tableau ou autres, Dataiku, etc. En même temps que de pouvoir faire, par exemple, de l'intelligence artificielle, du deep learning ou du machine learning, par exemple, et que la consommation de ces différents moyens, et notamment pour la partie MLOps, va pouvoir se faire au travers d'API, par exemple, dans lequel en fait les clients internes vont pouvoir appeler les services au travers d'API aux besoins, c'est-à-dire qu'on va faire en fait du machine learning ou de l'AI as a service, ce qui va faciliter l'adoption des nouveaux modèles, SAGI étant au cœur de cette transformation. Alors, j'ai souhaité en fait vous donner trois métriques principaux qui, selon mon expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la data, euh, montrent que, eh bien, sans le DataOps, et ce sont les chiffres en rouge, sans le DataOps, l'efficacité des projets data est réduite à 20% lorsqu'on adopte, lorsque les entreprises adoptent une démarche, je dirais classique, là où avec le DataOps, on peut espérer avoir une efficacité à 80% des projets. Je vous montrerai comment. En termes de sanctuarisation de la production, on verra que des projets classiques eh bien, n'arrivent pas à sanctuariser la production parce que c'est la production sur laquelle vont s'asseoir les projets. Spécifiquement, des plateformes DataOps comme ça agit n'ont qu'un très faible impact sur la production, et je vous montrerai aussi pourquoi. Et puis, c'est aussi l'adhérence des équipes aux technologies. Pourquoi? Simplement parce que lorsque la production permet l'accueil des différents projets data, eh bien, la production va restreindre les technologies utilisées, là où une plateforme de DataOps telle que Sagi ne va pas restreindre, puisqu'on va pouvoir utiliser les technologies, et notamment les différentes versions des technologies, je peux parler de Python, de R, de Scala, de Java et autres applications, dans les versions qui sont souhaitées par les différents acteurs du traitement de la donnée. Et on verra que, eh bien, l'adhérence des gens à ces différentes technologies va être très très importante par rapport à une production qui en fait restreignerait les différentes technologies utilisées. Alors, pour revenir sur l'efficacité des projets, ça c'est un déroulé projet tel qu'aujourd'hui on le trouve dans les entreprises. Eh bien, si on regarde les différentes étapes, en fait, il va y avoir énormément de jours liés à des attentes pour permettre à l'IT, par exemple, de faire son travail. Alors, sur la recherche de données, sur l'accès aux données, sur le nettoyage des données, qui ne sont pas forcément des tâches éventuellement faites par la data, mais peut-être par des informaticiens. Ensuite, on va faire des POC. Donc là, c'est plutôt pour l'équipe data qui va pouvoir la faire. Et puis, on voit que
une grosse partie de ce qui va être en temps d'attente pour les équipes data, c'est le provisioning des ressources, les installations logicielles. Et on voit que ça réclame énormément de temps. Simplement, pourquoi? Parce que eh bien, l'informatique, et c'est tout naturel, a besoin de temps pour provisionner les machines, pour acheter les licences logicielles, pour les installer, pour les déployer, que ce soit dans les plateformes de dev, de test ou de prod. Donc, il va y avoir en fait eh bien, beaucoup d'inertie liée à ça dans les projets data. Ensuite, il y aura la création et essai des modèles. La redéfinition des modèles, c'est en fait une mise en prod dans un format bac à sable pour évaluer la pertinence des modèles. Au final, on s'aperçoit que si on fait le ratio entre les 57 jours de travail effectif sur la data versus les 234 jours, eh bien, en fait, on voit qu'on a énormément de temps d'attente. Et si on pouvait justement réduire ces temps d'attente pour nous permettre de passer toute cette attente et de développer directement des projets data, là, il s'agissait d'un programme dit de data science dans une grande société, et c'est vraiment des chiffres exacts, c'est ce qui s'est passé réellement dans le projet, eh bien, on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps qui était normal par rapport à une organisation classique. On voit que le DataOps aurait permis de réduire ces temps-là et de passer de 234 jours à beaucoup moins que le tiers ou le quart, de manière à pouvoir aller et accélérer les projets data. Alors, dans la sanctuarisation de la production, c'est très visible dans des organisations dans lesquelles la production à elle seule héberge l'intégralité des projets data. On s'aperçoit que les gens qui sont dans les ops ont une grosse difficulté, ce qui est totalement normal, ont une grosse difficulté à jongler avec les différentes versions des stacks logiciels ou des librairies. Idéalement, lorsqu'un data scientist ou un data engineer veut travailler avec une librairie comme Panda, comme Keras pour les data scientists ou comme TensorFlow, eh bien, ils peuvent utiliser des librairies qui sont compatibles, par exemple, avec les versions de Python les plus neuves, ou pour faire des modules de statistiques en R avec des versions moins récentes de R. Donc, en fait, on voit que la livraison de projets data en production va être très dépendante de ce que la production souhaite héberger en termes de version logicielle. Ce qui va en fait accélérer les frictions entre les équipes data qui développent et les gens aux ops qui reçoivent les projets. Parce que les gens aux ops qui reçoivent les projets, eux, veulent maintenir qu'un faible nombre de langages, de plateformes de langage. Donc en fait, eh bien, on s'aperçoit qu'on va dire, ah ben non, les ops vont dire, moi, je ne supporte que la version 3.5 de Python. Au-delà, je ne sais pas faire parce que je ne sais pas le maintenir, je ne sais pas comment ça marche. De même pour Java, eh bien moi, je ne veux pas aller au-delà de la version 9 parce que après, on m'a dit qu'il y avait probablement peut-être des incompatibilités avec ce qui est installé par ailleurs. Donc, je ne veux pas déployer autre chose. Et on s'aperçoit rapidement que les équipes data qui développent les projets vont dire, bah oui, mais moi, j'ai des logiciels qui fonctionnent en version 14 de Java, ou mes applicatifs avec mes librairies ne fonctionnent qu'en version 14. Comment est-ce que je fais? Et là se trouve toute la difficulté. Donc là, il va y avoir des temps d'attente, de négociation, de remise en cause de la production, etc. Donc en fait, on voit que la sanctuarisation est très difficile lorsqu'on aborde la production. Eh bien, avec des plateformes DataOps, et notamment avec Sagi, ce qui va se passer, c'est qu'on va asseoir uniquement dans l'espace de prod un cluster Kubernetes. Et c'est à l'intérieur de ce cluster Kubernetes qu'on va embarquer des containers Docker qui contiennent les différentes versions au catalogue posées dans Sagi. De telle sorte que l'on va pouvoir libérer les gens qui font de la data, que ce soit les data engineers, data scientists, data architectes. Ils vont avoir un panel de possibilités en termes de développement extrêmement important. Ils vont pouvoir même enrichir la plateforme SAGI avec leurs propres applications, et ce, sans gêner la production, sans enlever la sanctuarisation de l'espace de production. Donc en fait, on aura à ce moment-là réussi à mettre en place des moyens nécessaires pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions en délivrant les projets data aux équipes business, tout en respectant la manière dont la production travaille, dont les ops travaillent, parce que c'est toujours très important. Et là, et le parallèle de ça, c'est l'adhésion technologique, et j'en ai un petit peu parlé auparavant. Il s'agit en fait de dire que
Eh bien oui, si l'espace de production est restreint aux technologies que je sais maintenir, moi, à l'exploitation, eh bien, je vais forcément restreindre la manière dont les gens vont travailler en amont sur les projets data. Ce qui n'est pas le cas d'une plateforme comme Saagi, dans lequel eh bien, je vais pouvoir laisser relativement libre les gens qui veulent travailler avec des versions un petit peu exotiques de librairies, parce que tout ça, c'est containerisé et donc isolé à la fois dans un cluster Kubernetes et pour les parties data dans des pods Docker qui sont étanches les uns par rapport aux autres. Donc, je vais avoir une adhérence technologique beaucoup plus forte si j'adopte une plateforme DataOps de type SAGI plutôt que sans rien faire et en laissant la production gérer les différents modules d'un projet data. Alors là, je vous donne juste un cas d'usage qui a été développé dans le cadre d'un POC. Ce POC, en fait, avait pour but de réunir des données de différentes provenances, la plupart d'open data et après d'autres en génération aléatoire. L'idée, c'était de croiser des accidents de la voie publique avec des demandes de valeurs foncières et des individus pour établir des graphes aléatoires de relations entre des gens qui auraient pu avoir des accidents et des demandes de valeurs foncières. Ce sont des cas d'usage qui sont utilisés notamment que ce soit dans le monde des assurances, dans le monde des banques ou dans le monde des renseignements, de façon à essayer de mettre des individus au centre comment dire, de transactions financières ou d'accidents de la voie publique. Et on a réalisé ce POC sur SAAGI avec une liberté totale d'action, puisque on a développé ça en Python, en Spark, avec du Jupyter et en incluant également la génération de graphes à la volée en utilisant Neo4j. On voit que toutes ces technologies ont pu être utilisées sans polluer la prod, puisqu'on a livré ça dans une application SAAGI et que la prod était très contente parce qu'elle n'avait à gérer qu'un cluster Kubernetes, là où les clients étaient très contents parce qu'ils avaient enfin vu leur cas d'usage réalisé en très peu de temps. Merci beaucoup Benoît pour, cette présentation donc à la fois beaucoup plus concrète de la partie, DataOps et donc des capacités de SAGI, dans ce domaine-là. Je pense qu'on a tous compris cette notion de fluidification et donc de simplification et de rapprochement des différentes équipes. Il nous reste que très peu de temps. On a commencé un petit peu plus tard que prévu. Néanmoins, on devrait pouvoir répondre à vos différentes questions. Écoutez, on a vu de manière très, très rapide, hein, que le but, c'est vraiment de partir, de prendre du recul, de se bâtir une vision et de démarrer relativement simple. Donc, d'abord, voilà, formaliser un petit peu vos enjeux, embarquer les différentes parties prenantes. Commencez à mobiliser, à communiquer. On a vu que c'était aussi un des nerfs de la guerre. Définissez votre vision avec les chantiers qui seront prioritaires et commencez effectivement à mettre en place et à vous inscrire dans une démarche DataOps, notamment avec à la fois l'organisation qui va bien, mais aussi l'outillage qui va bien et notamment la plateforme Sagi. Voilà les grands messages que l'on souhaitait vous adresser aujourd'hui. Comme nous n'avons pas de questions, ce que je vous propose, c'est de répondre et de finir. On a commencé avec l'Axoon, on va finir peut-être avec l'Axoon, c'est de répondre rapidement à cette dernière question. Ça va nous permettre de savoir si l'absence de questions, c'est parce que malheureusement on n'a pas été clair du tout, ou si au contraire on a été particulièrement performant avec Benoît aujourd'hui. Je vous laisse 2 secondes donc pour répondre donc hop à cette question. Donc voilà, est-ce qu'à la suite de nos échanges, vous avez voilà des projets et vous souhaiteriez en savoir plus? Est-ce que vous êtes convaincu de la valeur, et de l'approche mais n'arrivez pas à vous projeter? Voilà, je vous laisse répondre. On voit les réponses se faire donc, en live. Je vous laisse quelques secondes et on sera presque à l'heure pour terminer. Peut-être donc en attendant donc, sur ces, quelques secondes qu'on va laisser donc aux différents participants. Benoît, est-ce que toi tu as, voilà, tu as des points ou compléments sur cette partie, sur cette conclusion, sur ce webinaire? Alors sur ce webinaire, que ce soit dans la méthode, que ce soit dans l'approche organisationnelle ou que ce soit dans les moyens techniques, euh, Allemande et la plateforme Sagi peuvent vous accompagner de façon vraiment très efficiente sur vos projets data. On met au cœur de notre démarche la gouvernance de données et l'agilité sur les processus et les projets data pour que le business dans les entreprises puisse délivrer très très rapidement la valeur qu'on attend d'eux.
et c'était vraiment le but et l'objectif et l'ambition même de ce séminaire, de ce webinaire d'aujourd'hui, de vous prouver qu'en fait, le DataOps est un accélérateur pour le business dans votre entreprise. Bah, écoutez, voilà, donc je vois les réponses, donc on a plus que quelques réponses aujourd'hui, mais 100 sont convaincus de la valeur de l'approche, mais ça reste un petit peu flou, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous ai mis sur la gauche donc, les contacts côté SAJ, côté Allemande aussi. Vous pouvez aussi nous joindre, directement via nos différents, profils, LinkedIn, vous nous trouverez assez facilement. C'est un grand merci à tous, un grand merci à Benoît, et à toute l'équipe SAJ pour l'organisation de ce webinaire-là. Ça a été un grand plaisir, d'avoir l'occasion d'aborder ces sujets avec vous, des sujets passionnants, en espérant vous avoir donc donné l'envie de poursuivre les échanges. Hem, Attendez-vous également à recevoir un questionnaire de satisfaction à la suite de ce webinaire, et surveillez donc vos réseaux sociaux parce que vous pourrez vous jeter sur le replay, dès qu'il sera disponible. On va essayer de raccourcir un petit peu le temps pour donner l'impression qu'on a été dans les temps. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et Benoît, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, on a été ravis avec Alexandre de travailler sur ce projet, sur ce webinar. On espère vous avoir convaincu, c'est le cas pour en tout cas 4 d'entre vous, de l'approche de DataOps. On serait très très heureux de vous en parler pour vous présenter plus avant à la fois nos méthodes chez Almond et la plateforme DataOps SAGI. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez besoin. Je vous souhaite un excellent week-end et merci d'avoir été présent ce matin.